Merci à vous d'être présent aujourd'hui à la Citéco. Alors je suis très, très heureux de pouvoir modérer cette conférence. Je suis Pierre Rousseau, doctorant au CREST en économie et président fondateur de la revue Economicus, qui est un partenaire scientifique et médiatique de la Citéco. Aujourd'hui, pour discuter et débattre avec moi de cette thématique d'influence des consommateurs et de design des politiques publiques en utilisant l'économie comportementale, je suis entouré de Nicolas Jacquemet. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la Paris School of Economics. Vous travaillez sur ces questions d'économie comportementale. Pascal Ebel, vous êtes directrice associée du cabinet Seaways. Vous pourrez nous en dire plus lors de la première intervention. Alors, comme vous le disiez, cette thématique d'influence des consommateurs, elle est très présente dans notre quotidien, à la fois dans les thématiques de santé, de transport, d'environnement. Et on va essayer d'aborder cette question, de comprendre pourquoi les politiques publiques sont potentiellement plus efficaces lorsqu'on utilise l'influence des consommateurs via l'économie comportementale. Le sont-elles réellement? Par quel biais, par quels moyens, quels outils de politique publique sont utilisés? Et il y a aussi une question qui est sous-jacente à ce que vous rappeliez, c'est influencer les consommateurs, c'est également à un certain point touché à une contrainte de liberté qui peut être discutable, et on va en discuter en fin de conférence. Pour commencer, pour introduire cette thématique, je vous propose, Nicolas, de nous rappeler ce qu'est l'économie comportementale, puisqu'elle joue un rôle fondamental dans cette question des politiques publiques et de l'influence des consommateurs. À quoi sert-elle? En opposition à quel mécanisme s'est-elle construite? Et est-ce que les politiques publiques sont réellement plus efficaces avec ces outils d'économie comportementale? Ah, donc là, il faut que je traite tout le sujet en une question. Je vais essayer. On a 1h30. Je vais me concentrer sur le début de la question qui était de définir l'économie comportementale, en disant d'abord qu'on oublie trop souvent, et notamment quand on étudie l'économie et qu'on est confronté à ce qu'on appelle les hypothèses de rationalité, c'est-à-dire ces beaux résultats qui nous disent que le consommateur est parfaitement rationnel et qui fait ses calculs de coûts et de bénéfices et qui prend la meilleure décision pour lui-même, sont en fait l'indication et la preuve que l'économie a toujours été une science comportementale. Parce que pour faire de l'économie et pour réfléchir à la manière dont différentes organisations institutionnelles, différents mécanismes de marché vont produire différentes issues économiques, eh bien, il faut se doter d'un certain nombre d'hypothèses de qu'est-ce que font les gens, pourquoi et comment. Et ça, c'est ce qu'on appelle les hypothèses de rationalité. Et même si elles sont frustrantes parce qu'elles sont pas elles n'ont pas beaucoup de chair et elles correspondent à une représentation de la manière dont les décisions économiques sont prises qui est très sommaire, ça reste un ensemble d'hypothèses de comportement qui ont le mérite de la simplicité et qui font aussi la puissance de l'économie. Donc, c'est de là que vient l'économie comportementale, parce que l'économie étant comportementale, c'est ensuite doté d'outils qui permettent d'aller voir précisément si non seulement les gens font bien ce qu'on pense qu'ils font, ce qui ne serait pas trop grave si, en faisant des choses différentes, on aboutissait à des conclusions et des résultats qui sont à peu près similaires à ce qu'on pensait être vrai. La difficulté, en tout cas, ce qui est apparu assez rapidement, c'est qu'en fait, il y a des sujets très importants sur lesquels les décisions économiques sont complètement différentes de celles auxquelles on s'attendrait si on se contentait de ce modèle rationnel classique qui a longtemps imprégné et diffusé dans tous les travaux d'économie. Et donc, l'économie comportementale, c'est cette partie de l'économie qui s'est dit, puisqu'on a besoin de comprendre la façon dont les décisions sont prises, les interactions sociales ont lieu et qu'est-ce qui, dans l'environnement des décisions, importe pour les consommateurs, pour le thème qui nous occupe aujourd'hui, comment on fait pour enrichir ce modèle de comportement, enrichir ces hypothèses de rationalité? Et naturellement, l'économie, pour ce faire, s'est tournée vers d'autres disciplines qui ont en fait le même objet et qui sont ce qu'on appelle les sciences comportementales, qui incluent la psychologie, qui incluent les sciences cognitives. Et l'économie comportementale a, d'une certaine manière, tout simplement essayer de faire de la meilleure économie grâce à une représentation de la façon dont les décisions économiques sont prises, qui soit plus riche grâce aux apports de la psychologie et des sciences comportementales. Et donc, ça a conduit à un certain nombre d'enrichissements. Il y a un certain nombre de difficultés auxquelles on est confronté qui ne sont pas résolues, mais dans la cité de l'écho, j'imagine qu'on peut se permettre de dire que la recherche est toujours en cours et qu'il y a encore des choses à faire, ce qui est aussi un encouragement pour les étudiants. J'ajoute à ma présentation, puisqu'on est sur le sujet, que j'ai aussi le plaisir d'être très impliqué dans une formation de master en économie et psychologie. Et donc, pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent au domaine et qui en sont encore à choisir des formations de master, je vous encourage à aller faire un tour. Et pour finir sur la question, je ne sais jamais si je suis trop long ou pas,
cette branche comportementale de l'économie, enfin ce qu'on appelle l'économie comportementale, mais on va avoir peut-être un certain nombre de discussions méthodologiques, mais c'est déjà problématique en soi de parler d'économie comportementale dans la mesure où l'économie a toujours été comportementale. Enfin, on appelle économie comportementale cette branche qui comprend mieux les comportements grâce aux apports d'autres disciplines. Et ce même modèle de rationalité qui donnait sa dimension comportementale à l'économie, c'était aussi la base de la façon dont l'économie permet de comprendre l'effet de différentes politiques publiques, l'effet des mécanismes incitatifs et la raison pour laquelle, quand on met en place des incitations positives ou négatives, on oriente les comportements des agents de l'économie, les consommateurs en l'occurrence, vers les choix économiques qui sont plus rentables d'un point de vue financier. La compréhension des politiques publiques de ce type reposait sur des hypothèses de rationalité qui disent un consommateur, il veut obtenir à moindre coût la satisfaction maximale, et pour ce faire, si on l'encourage financièrement à aller vers des choix comme les solutions énergétiques qui étaient évoquées au début de la présentation, et ben on va augmenter le pourcentage de consommateurs qui font ce type de choix. De la même manière, l'économie comportementale, qui fait la même chose qu'avant, mais mieux grâce aux apports des sciences comportementales, est aussi une base absolument fondamentale, et on va certainement parler d'un certain nombre d'exemples, pour comprendre l'effet des politiques publiques, avoir une meilleure compréhension des effets des politiques publiques, avoir une meilleure compréhension des difficultés qu'il faut surmonter et qui expliquent un certain nombre de défaillances du fonctionnement de l'économie, et développer un certain nombre de nouveaux outils qui reposent sur ces déterminants psychologiques ou ces ressorts non strictement monétaires de la décision économique. Merci beaucoup. Et peut-être pour illustrer, donc si je comprends bien, il y a cette opposition entre des fondements de l'agent comme étant rationnel avec des biais qui font dévier cette rationalité. Et est-ce qu'il y a des exemples de biais qui vous viennent en tête, qui sont particulièrement utilisés dans votre littérature et qui justifient l'apport de l'économie comportementale et des sciences cognitives? Il y en a un qui me paraît très fort et qui a le mérite de nous permettre de parler de biais. On a trop souvent tendance à parler de biais quand on parle des ressorts psychologiques de la décision économique. Il y a un phénomène très connu qu'on appelle l'incohérence temporelle, qui consiste tout simplement à dire que si j'ai le choix entre une somme d'argent à laquelle je pourrais avoir accès demain et qui évidemment a des implications importantes sur les comportements d'épargne, entre une somme d'argent dont je pourrais disposer demain et une somme d'argent dont je pourrais disposer après-demain, eh ben, on a une espèce de taux de conversion entre les deux qui est spécifique au consommateur et qui dit, en fonction du taux d'intérêt et de ma volonté de consommer plus rapidement, j'ai un taux de conversion entre la somme d'argent qu'on m'offre après-demain et la somme d'argent qu'on m'offre demain. Un phénomène comportemental qui est très difficile à comprendre autrement qu'avec l'économie comportementale, c'est ce qu'on appelle le biais d'immédiateté, et qui nous dit que si je propose cette décision entre deux montants monétaires qui sont séparés d'une journée entre demain et après-demain, mais qu'au lieu de le proposer entre demain et après-demain, je le propose entre aujourd'hui et demain, on a tous l'intuition que le fait de recevoir une somme d'argent aujourd'hui, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus fort que de choisir entre demain et après-demain. Et de fait, les gens ont tendance à prendre des décisions différentes et ont tendance à favoriser le présent. Cette tendance à favoriser le présent, on voit bien comment, quand il faut se projeter dans le temps long et prendre des décisions de répartition de la consommation future, elle a des implications importantes qui ont tendance à conduire à des niveaux d'épargne, par exemple, qui sont trop bas par rapport à ce qui serait la décision parfaitement rationnelle. Mais surtout, ce qui est intéressant avec cette dimension psychologique des décisions intertemporelles, c'est qu'elles conduisent les épargnants, les consommateurs, les agents de l'économie à regretter dans le futur les décisions qu'ils ont prises dans le passé. Parce que si vous demandez à mon moi futur si j'ai eu raison de prendre la somme d'argent qu'on me proposait aujourd'hui, mon moi futur va dire « non, tu aurais dû préférer la somme qu'on te proposait pour le lendemain ». Ce qui veut dire qu'on a là un axe non seulement d'action qui consiste à prendre en compte ce phénomène comportemental dans les décisions d'épargne, mais aussi une meilleure compréhension des difficultés auxquelles on est confronté. Pourquoi est-ce que l'épargne peut, dans certaines circonstances, je ne dis pas que c'est toujours le cas, être plus faible que ce qui serait une bonne solution économique ou un bon équilibre économique? Ça fait partie de la réponse. Et puis enfin, ça permet de développer de nouveaux outils qui vont consister, par exemple, à encourager les comportements d'épargne en essayant de rendre le plus attractif possible dès aujourd'hui les solutions d'épargne qui sont proposées. Et au lieu de mettre en évidence les bénéfices futurs qui seront en fait tellement minimisés par rapport aux coûts présents qui conduisent à ces déficits d'épargne, eh bien au contraire, essayer de rééquilibrer la vision que peuvent en avoir les consommateurs ou encore jouer sur d'autres types de déterminants psychologiques du comportement pour encourager des niveaux d'épargne qui sont plus élevés.
Oui, merci beaucoup. C'est vrai que ça renvoie aussi à une question d'aversion au risque, finalement, dans l'arbitrage entre le présent et le futur. Et c'est un petit aparté, mais pour poursuivre, parce que vous parlez du conceptuel, du raisonnement de l'économie comportementale, comment elle peut être utilisée concrètement. Par exemple, là, on parlait du cas de l'épargne, mais comment concrètement, dans vos recherches, ça s'utilise, l'économie comportementale? Est-ce que ce sont, sans rentrer dans le détail, mais est-ce que ce sont, par rapport au modèle rationnel, est-ce que ce sont rajoutés davantage d'incertitudes via est-ce que ça passe par des maths, par des données? Comment on l'utilise concrètement pour mettre au point des recommandations ou un apport dans la décision publique? Alors, deux choses. Premièrement, cette nouvelle méthode donc, que j'ai évoquée rapidement dans mon propos liminaire, qui a consisté pour les économistes à aller voir plus précisément si les décisions qui sont prises par les agents de l'économie sont cohérentes ou pas, non seulement avec les hypothèses qu'on formule sur la façon dont les gens prennent des décisions, mais surtout avec les résultats, enfin les issues, les conséquences économiques qu'on en attend. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle l'économie expérimentale, qui est vraiment un très gros mot pour dire tout simplement qu'on va étudier les comportements économiques dans des environnements très contrôlés qu'on appelle des laboratoires, mais qui en fait sont une salle informatique ou des expériences en ligne, où on va proposer à des participants qui sont volontaires, en contrepartie d'une rémunération qui dépendra de leur décision, de prendre des décisions dans des situations qui correspondent à des situations qui nous intéressent. Par exemple, le type de comportement que je décrivais tout à l'heure a été observé dans le cadre d'expériences en laboratoire, où concrètement, les deux choix que j'ai évoqués tout à l'heure, on les propose à ces volontaires, on leur demande quelles décisions ils veulent prendre, et on observe cette forme d'incohérence ou de préférence pour le présent que j'évoquais. Ça, je dirais que c'est la branche empirique de ces travaux d'économie comportementale. Comme toujours, ça repose sur un très grand nombre de réplications de ces travaux et qui produisent un certain nombre de faits stylisés. Celui que je viens d'évoquer, c'en est un. On est tous convaincus que c'est un phénomène qui est fort, qui existe, qui est relativement universel, cette préférence pour le présent et les conséquences que ça a sur des comportements, des décisions économiques très importantes, y compris par exemple les décisions d'épargne retraite dans les nombreux pays où ces décisions sont volontaires. Donc ça, c'est la branche empirique. Et puis ensuite, il y a la branche de l'économie théorique. Alors, je ne sais pas à quel point les gens qui nous écoutent sont familiarisés avec cette façon pour l'économie de penser et de produire des résultats, mais ces hypothèses de rationalité, elles donnent aussi sa dimension très mathématique à l'économie. Et donc ça, c'est la partie dont je disais que la recherche est encore en cours, c'est-à-dire que tout le monde a conscience que on en est arrivé au stade où il faut maintenant arriver à combiner ces faits stylisés empiriques dont tout le monde est convaincu et qui ont été obtenus grâce à la méthode expérimentale dans la façon dont, sur le plan théorique, l'économie réfléchit au comportement. Et donc, c'est fait de plus en plus, mais c'est vraiment un travail en cours et la digestion est loin d'être aboutie. Mais juste pour vous donner un exemple, on ne voit plus aujourd'hui un seul modèle en macroéconomie qui ne fasse pas un certain nombre d'hypothèses qu'on appelle comportementales, parce que c'est des hypothèses qui vont amender et atténuer un peu le degré de rationalité qu'on attend des agents de l'économie pour avoir des modèles macroéconomiques dont l'importance est évidemment considérable sur la capacité à piloter les agrégats économiques, qui prennent en compte des dimensions plus psychologiques des comportements. Et par exemple, l'hypothèse que les anticipations des agents de l'économie sur les marchés financiers ou en termes de comportement d'épargne sont parfaitement rationnelles et intègrent l'ensemble de l'information sur la conjoncture économique, c'est une hypothèse qui est de plus en plus affaiblie dans les travaux de macroéconomie, grâce à ce que l'économie comportementale a permis de comprendre sur la façon dont on traite l'information, sur la façon dont on forme des anticipations. Merci beaucoup. Oui, donc on comprend un ruissellement aussi de l'économie comportementale dans d'autres branches de l'économie pour amender des modèles et les améliorer. Pascal, je me tourne vers vous maintenant. On a déjà eu quelques idées d'applications concrètes de l'économie comportementale dans les politiques publiques. Et vous avez beaucoup travaillé dans votre cabinet sur certaines politiques publiques qui souhaitent influencer le consommateur. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc juste pour commencer, en fait, en effet, moi, je suis dans des cabinets d'études et de conseils depuis 35 ans et mon métier, c'est d'observer les comportements des consommateurs. Donc, de formation, je suis statisticienne et donc j'utilise évidemment la data pour essayer de mesurer les choses et pour regarder en effet l'efficacité des politiques publiques et notamment, j'ai participé à la mise en place
du Nutri-Score, hein, et je vais vous parler un petit peu de cet exemple-là, où on a mis en place grandeur nature de l'économie expérimentale, où on a mis des étiquettes sur des produits, on a mis des gens dans 60 magasins sur la France, et on a regardé comment ils réagissaient par rapport à cet étiquetage. Et c'est ce qui a fait le choix de l'étiquetage d'aujourd'hui, qui correspond à ce qu'on définira tout à l'heure comme du nudge. Et donc, mon métier, c'est d'essayer de faire des mesures et d'évaluer les politiques publiques mises en place avec de la data et de créer de la data. Donc, évidemment, on utilise toutes les nouvelles formes de data. Dans le cabinet où je suis, on s'est créé sur l'intelligence artificielle et la masse de data qu'on peut utiliser. Donc, ce que je voulais juste vous montrer, c'est quelques exemples. Et donc, on utilise en effet le sujet, moi je l'ai pris un petit peu dans le sens du changement des comportements, dans les enjeux d'aujourd'hui. Évidemment, ce qui est important, c'est de changer les comportements des différents acteurs en raison des enjeux écologiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux autour de ce qu'on appelle le marketing social, c'est-à-dire que pour faire changer les comportements, on s'est inspiré de ce qu'on faisait en marketing, puisque le marketing, c'est vraiment fait pour modifier les comportements des clients. Et donc, ça a été un petit peu théorisé ici avec ce qu'on appelle le modèle COMB, qui permet de comprendre comment des comportements d'individus peuvent évoluer. Et donc, il y a plusieurs façons de voir la façon de faire évoluer. Et donc, il y a plusieurs facteurs, et notamment, il y a évidemment des facteurs de capacité, hein, de possibilité. Il faut avoir les moyens économiques, on en a beaucoup parlé. Il faut avoir le temps, hein, il y a des contraintes qui sont des contraintes de temps, et puis ces capacités psychologiques à pouvoir évoluer. Ensuite, il y a évidemment l'effet de l'offre, c'est-à-dire que l'opportunité, pouvoir avoir accès à différents facteurs qui permettent de choisir. Et notamment moi qui travaille beaucoup sur l'alimentation, tout le monde n'a pas accès à des fruits et des légumes autour de lui pour pouvoir en consommer. Et puis, il y a évidemment les influences sociales. Et c'est là qu'intervient plutôt la sociologie. Et c'est ce que je regarde, moi, c'est l'évolution de ce qu'on appelle les normes. Et ce qu'on sait, c'est que les normes sociologiques font évoluer lentement les choses. Et évidemment, la norme écologique est en train de s'imposer et fait que les changements se font aussi de façon très, très lente. Et puis, il y a évidemment les motivations. Et donc, c'est là qu'on va avoir tous ces outils de nudge, hein, ces motivations qui sont instinctives, qui sont automatiques. On va créer des comportements avec de l'émotion et on va faire changer les choses sans que les individus s'en rendent compte. Et c'est là qu'en effet, il y a des limites, hein, par rapport à ces outils et les étiquetages qu'on utilise aujourd'hui dans l'alimentation, les étiquetages qui sont en train de se mettre en place sur l'environnement, sur les vêtements depuis quelques semaines, vont aller dans ce sens. Et évidemment, il faut comprendre aussi, hein, les motivations, et notamment, et c'est là-dessus qu'évidemment je travaille le plus, c'est les représentations sociales, comment ça évolue, et de voir quelles sont les catégories de population qui changent le plus rapidement. Et c'est un peu ça que je voulais vous montrer en termes d'exemple. Donc simplement, bien voir qu'il y a évidemment, par exemple, la sensibilité à l'écologie. Quand on pose une question depuis très très longtemps, donc il faut avoir des systèmes d'enquête qui existent. Celui-là, cette question-là, elle existe depuis 1979. Mais si je regarde une évolution récente, je vois bien que depuis qu'on a eu des phénomènes d'amplification, de discussion autour de ce sujet, notamment le Grenelle de l'environnement sur la question « Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ?» Est-ce que c'est la dégradation de l'environnement, l'immigration, la pauvreté, les tensions internationales? Eh bien, on voit qu'il y a structurellement une évolution. Et ce qu'on peut capter, c'est que ces évolutions, elles sont générationnelles. C'est-à-dire que quand j'ai des systèmes d'enquête qui permettent de regarder quelles sont les catégories de population en catégorie d'âge qui répondent à cette question favorablement, eh bien, quand je suis des cohortes, hein, je prends des individus qui sont nés à la même époque, qui sont nés, par exemple, comme la génération hypermarché entre 47 et 56, et je regarde l'évolution à cette question-là,
eh bien, je vais pouvoir distinguer ce qu'est un effet de génération par rapport à un effet d'âge. Si je regardais que l'effet d'âge, je me rendais compte qu'en effet, ce sont les plus jeunes qui, par rapport aux plus âgés, sont les plus sensibles à l'écologie. La question que je me pose alors, c'est est-ce que c'est parce qu'on est jeune qu'on est sensible à ça? Est-ce que c'est une question d'âge ou est-ce que c'est une question de j'appartiens à une génération qui a vécu des choses différentes? Et ce qu'on voit ici, c'est que les générations qui ont plus de 60 ans aujourd'hui ne sont pas du tout sensibles à la dégradation de l'environnement. Ça diminue même en vieillissant. C'est qu'en gros, je ne serai plus là, donc après moi le déluge. Et que par contre, plus j'appartiens à une jeune génération et plus je suis sensible à la dégradation de l'environnement. Et c'est vraiment comme ça que finalement, il faut analyser les choses. C'est que les changements se font plus facilement quand on prend des individus qui sont nouveaux et c'est beaucoup plus difficile de faire changer le comportement de gens qui ont des convictions, des croyances et qui ne vont pas pouvoir facilement changer de valeur. Donc, ce qu'on observe simplement dans les derniers mouvements, et c'est important évidemment d'avoir de quoi les capter, eh bien, c'est qu'en plus de la sensibilité à l'écologie, aujourd'hui, ce qui se développe le plus, quand je prends une autre façon de poser la question, c'est que la santé a pris le devant de la scène et qu'il y a aujourd'hui une façon de se représenter ces sujets d'enjeux écologiques au travers de ce qu'on appelle en alimentation le One Health, c'est-à-dire que les citoyens, et notamment les plus jeunes, et on va voir, et les plus diplômés, font le lien entre leur propre santé individuelle, la santé de la planète et la santé des animaux, parce qu'il y a eu ce Covid qui a fait se poser beaucoup de questions. Et les changements de comportement se font souvent quand il y a une rupture. En fait, un même individu, vous-même, vous savez, vous avez plein de choses qui vous sont amenées comme éléments sur la santé. Vous savez qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Si vous n'aimez pas les légumes, vous ne pourrez faire ce changement que quand vous avez un événement dans votre vie qui va vous faire vous poser des questions. Et le Covid a été un événement qui a fait cette rupture. Donc en ce moment, on observe beaucoup d'évolutions. Donc ce sur quoi on travaille, ce sont finalement ces évolutions des normes. Et donc, on travaille sur les représentations sociales. Pour accéder aux représentations mentales, on pose des questions ouvertes dans des enquêtes, et je ne fais que des enquêtes représentatives. C'est que je prends la population globale et j'essaye de trouver les meilleurs outils pour avoir toutes les catégories de population. Et donc, par exemple, sur le sujet de l'alimentation, un sujet sur lequel on a du mal à agir, puisque on ingère des choses, c'est plus facile que de changer de véhicules automobiles et de type de powertrain d'énergie. Eh bien, on voit que, par exemple, sur ce sujet de alimentation saine et durable, eh bien, ce que les gens vous disent, eh bien, c'est des choses qui sont ancrées depuis longtemps et qui vont être autour du mode agricole, une alimentation saine et durable, et que finalement, sur les gestes réels qui font que l'impact carbone sera beaucoup plus faible, qui sont de végétaliser, de manger moins de viande ou de réduire les déchets, eh bien, il y a évidemment, on n'y pense pas, on est très peu à y penser. On pense avant tout à faire changer l'environnement. C'est-à-dire que c'est plus simple pour l'individu de se dire ce qui doit changer, c'est l'offre, plutôt que moi de faire des gestes qui m'impliquent et qui me donnent de l'énergie. Et si on regarde la structure de la population, eh bien on voit que chacun, évidemment, n'a pas la même façon de regarder les choses et qu'on a quand même une partie de la population, et c'est quand même important, 30%, qui, quand il aborde ce sujet, le voit de façon systémique, de façon globale, qu'il associe la partie planète et la partie santé et qui fait du One Health. Et simplement sur le geste qui, évidemment, et paraît tellement évident, qui est qu'il faut moins jeter, moins acheter, moins consommer, et qui est cité par très peu de gens, eh bien, on voit souvent qu'il y a un décalage, en effet, entre ceux qui en auraient vraiment besoin et ceux qui le font. Ceux qui le font vraiment, ce sont ceux qui sont en sécurité alimentaire. On a une façon de
découper la structuration des individus par rapport à cette question de j'arrive à manger à ma faim ou pas, hein. Ça a beaucoup progressé ces 2 dernières années avec l'inflation qui a été galopante. On a aujourd'hui 30% de Français qui sont en insécurité alimentaire. Eh bien, on voit que ceux qui sont en insécurité alimentaire, qui ont des difficultés pour manger, jettent plus que ceux qui sont en sécurité alimentaire. Donc, évidemment, ça pose question. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en effet, ce n'est pas le côté économique qui fait qu'on a les bons gestes. Et finalement, la réalité, elle est toujours très complexe. Et donc, pour mettre en place des politiques publiques, on a fait, il y a une semaine, un colloque au Sénat sur ce sujet du gaspillage alimentaire. Ben, on voit bien que malgré le fait que ça pourrait aider les gens en termes économiques, eh bien, aujourd'hui, on n'a pas atteint les objectifs de diminution du gaspillage alimentaire parce qu'en effet, ils ne consomment pas la même chose. On a des contraintes très différentes et donc on est sur des façons de gérer son quotidien d'économie domestique qui est très influencée par le contexte et notamment les modes de vie des individus. Alors, sur l'alimentation, sur ces questions de façon de faire agir automatiquement les individus avec ce qu'on appelle le nudge, hein, dans lequel on met cet étiquetage simplifié qui s'est mis en place sur Nutri-Score. Il y a des travaux qui ont été faits par Pierre Chandon qui ont montré ici, c'est des sucres, hein, c'est le fait de choisir, si je veux, donc on fait des expériences pour regarder comment on peut diminuer son apport énergétique. Donc, ce que certains ont envie de faire, hein, d'arriver à manger moins, et quelles sont les façons d'y arriver. Eh bien, on se rend compte que la partie automatique, je mets des choses qui sont cognitivement faites pour que vous, par réflexe, notamment avec des étiquettes rouges, vertes ou jaunes, vous allez aller vers des produits qui sont verts. Eh bien, ça marche moins bien que quand on fait des choses où on modifie complètement l'environnement et qu'on vous fait agir, notamment avec des tailles de portions. Si vous voulez réduire votre quantité pour manger, il suffit juste de manger dans des petites assiettes et de prendre des verres beaucoup plus petits, alors que l'offre a fait que vous avez aujourd'hui des quantités, des contenants qui ont beaucoup augmenté. Donc ça, évidemment, c'est la façon de voir comment ça se passe. Et donc, les étiquetages sont des choses qui ont été quand même mises en place parce qu'il y a une demande, en fait, hein, de la part des consommateurs de savoir ce qu'ils consomment et surtout, on voulait les faire changer dans ce sens. En déclaratif, la mise en place donc des Nutri-Score. Les Nutri-Score, c'est une démarche qui est volontaire de la part des industriels. Hein. On n'a pas de rendu obligatoire. C'est un des grands sujets de la Commission européenne, mais il y a des pays qui n'en veulent pas, donc ça passera, on pense, pas très vite. C'est les consommateurs, parce qu'il y a une offre, 60% des produits qui sont sur le marché sont étiquetés avec le Nutri-Score. Les gens, en tous les cas, vont déclarer qu'ils y sont sensibles et ça progresse. Si le produit est étiqueté D ou E, on déclare, la moitié des Français déclarent qu'ils vont changer de type de produit. Quand on essaye de le mesurer avec des données, comme ça a été mis en place en 2012, on a assez de recul, et donc ça a été fait en 2023. Dans la mesure de base, si je regarde quelle est la progression des produits, c'était en 2022-2023, au moment où il y a eu une inflation très forte, on voyait que malgré cette inflation, il y avait quand même une croissance des produits qui sont étiquetés A ou B. On a une croissance de 0,7 points, alors que quand on était D ou E, c'était 0. Donc, il y a vraiment, en tous les cas, quand on mesure de cette façon, et les travaux scientifiques qui ont été faits sur le sujet, pour l'instant, il n'y a pas d'effet de preuve qui montre qu'on a un effet de ce Nutri-Score. Ce qu'on sait quand même, c'est que par rapport à l'expérimentation qu'on a faite, où on avait 60 magasins, on avait fait de l'économie expérimentale, où on a étiqueté des produits avec différentes étiquettes, l'effet, dans la réalité, une fois qu'on est dans un champ global, c'est 17 fois moins important. Il y a un petit effet qui est probable, mais qui est faible sur le fait qu'en moyenne, les consommateurs vont prendre une qualité en allant plus vers du A ou du B. Mais c'est surtout ce que ça a fait
Et là, l'effet, il est vraiment prouvé, c'est que ça fait changer la composition des produits par les industriels. C'est-à-dire que les industriels, parce qu'ils supposaient qu'il y avait un effet, ils ont changé la composition des aliments. Et c'est un petit peu, finalement, ça avait été un petit peu fait pour ça. Hein, ça a été fait pour qu'on diminue la consommation, l'intégration dans les aliments du sucre, du gras et du sel. Donc, il y a un effet qui est important. Ensuite, simplement sur la catégorisation des populations, en plus de cet effet des jeunes générations qui vont utiliser ces outils, qui vont être les plus sensibles à ces outils parce qu'ils sont nouveaux sur ces sujets. Ce qu'on voit, c'est que quels que soient les étiquetages, donc le dernier sujet, c'est l'EcoScore, Planet Score, qui en fait va changer de nom, mais qui s'est mis en place sur les vêtements et qui va aujourd'hui bientôt se mettre en place sur les aliments. Eh bien, ceux qui cherchent à avoir ces informations, qui les utilisent le plus, c'est toujours les hauts capital culturel, c'est toujours les plus diplômés. Donc, c'est par là que ça change. Pourquoi ? Parce que c'est une façon d'être différent des autres, hein, c'est la distinction sociale qui fait que les plus éduqués sont ceux qui changent le plus vite. Et si je regarde un exemple réel, concret, qui est celui de la consommation réelle de soda, avant qu'il y ait une taxe, soda, l'information qui a été diffusée a fait changer. Ici, c'est les enfants, la consommation chez les enfants. En 2003, ceux qui consommaient le plus de soda, les enfants, c'était les enfants des cadres. Et à partir du moment où on a fait une information pour expliquer que quand on boit, il n'y a pas d'effet de satiété, donc les effets du sucre sont beaucoup moins perçus par le corps, donc il faut éviter de prendre des boissons qui apportent de l'énergie. Eh bien, on a fait baisser en 7 ans, hein, donc au moment où on a mis en place des messages de nutrition santé, donc ça a nettement baissé chez les cadres professions intermédiaires et les ouvriers, enfin les catégories artisans commerçants. Et par contre, dans les catégories CSP-, ça ne bouge pas. Donc aujourd'hui, ceux qui boivent des sodas sucrés sont les ouvriers qui en boivent le plus par rapport aux autres catégories de population. C'est-à-dire que les messages généraux ne sont pas pris en compte par les catégories de population les plus modestes. Et donc, il faut ajouter des outils. Et les outils qui ont été ajoutés, c'est les taxes. La taxe soda qui vient d'être revotée. Quand je regarde la réalité des consommations, donc pour ça, je mets en place, et là, c'est la dernière enquête qu'on vient de faire en 2024, et je compare par rapport à 2015, les consommations bues. Je prends les adolescents et je prends les adultes. Chez les adultes, il y a vraiment une baisse. Hein. Il y a vraiment une baisse de 30% sur la consommation de soda chez les 18-79 ans. Par contre, chez les adolescents, ça baisse qu'un tout petit peu, que 7%. Donc, il y a en effet besoin, en tous les cas, d'outils pour mesurer comment évoluent les comportements. On sait que sur le sujet des sodas, évidemment, il faut faire... il y a un vrai sujet chez les enfants où on consomme beaucoup trop de sucre. Donc, il faut pouvoir évaluer les choses, mais c'est certain qu'il faut mettre en place beaucoup plus d'outils. Alors, je vais aller plus vite, mais je vous montre juste les véhicules électriques. Hein. Dans le cabinet où je suis, on a deux secteurs. On suit l'automobile et l'alimentation. Quand on pose la question sur la sensibilité à la pollution par rapport aux véhicules électriques, ceux qui voient les choses de la façon la plus réaliste sont avant tout les jeunes générations. Et quand on regarde ensuite qui va acheter des véhicules électriques, eh bien, on voit bien que de la même façon, sur les achats neufs en 2024, la moyenne d'âge est de 49 ans sur les véhicules électriques et 55 ans neufs sur des véhicules thermiques. Donc, ceux qui vont vers les nouveaux produits, les produits les plus bénéfiques sont avant tout les plus jeunes et les femmes qui vont acheter plus facilement des véhicules électriques que les hommes. Voilà, je vous remercie. C'était simplement pour vous donner un petit peu des exemples et de vous montrer qu'en effet, pour faire changer les comportements, il faut faire avant tout évoluer les normes. Et les normes sociales, c'est bien sûr diffuser des idées, diffuser des comportements, que ceux qui tirent les comportements, ce sont les plus diplômés, qu'ensuite les autres vont suivre ces comportements et qu'il y a
les jeunes qui sont ceux qui changent les choses, parce que évidemment, ils arrivent à un moment donné, à une époque où les choses ont changé et où la norme s'est imposée, et c'est avant tout par eux que les choses se font. Et donc, on va avoir les deux effets générationnels et les effets de distinction. Mais qu'évidemment, pour que les choses bougent, il faut faire évoluer l'offre, que ce soit sur jeter des produits, le gaspillage alimentaire. Si on enlevait ce qu'on appelle les DDM, si on enlevait le mot date, les gens arrêteraient de jeter des pâtes et du riz. Donc pourquoi est-ce qu'on ne l'interdit pas? Il y a des pays qui le font, donc évidemment, il y a des jeux d'acteurs qui font que ce n'est pas encore mis en place, il y a des interdictions, évidemment, de paille plastique. Maintenant qu'il n'y a plus de paille plastique, plus personne ne les utilise. Les véhicules thermiques qui sont interdits. C'est évidemment la façon la plus radicale, mais qui fait changer les choses. On sait très bien que quand on commence à dire aux acteurs économiques que peut-être qu'on pourrait revenir sur les véhicules thermiques, les industries sont tellement lourdes sur l'électrique que les choses étant déjà faites, on ne peut plus revenir en arrière. On ne va pas aujourd'hui dire on va prolonger la date pour, enfin, la durée pour les véhicules thermiques. Donc, ce qui fonctionne et qui est important, c'est évidemment de combiner tout. C'est de combiner les normes. On l'a vu sur le soda. Si on arrive à faire changer la vision de ce que c'est qu'une boisson sucrée, qu'on ajoute en plus une taxe, eh bien, on fait changer les comportements. Et à partir du moment où autour de vous, les gens ne boivent plus de soda, vous n'en consommerez pas. Mais c'est difficile quand c'est ancré. Et sur le soda, c'est complètement générationnel. Donc, c'est compliqué de faire évoluer les choses. Et évidemment, pour s'inscrire dans la durée, il faut que ce soit des choses qui soient à la fois comprises, qu'il y ait de la connaissance, et que vous ayez essayé, que vous ayez la possibilité de le faire. Je prends un autre exemple, le bio. Bien sûr, tout le monde n'y a pas accès. Donc, en fait, le consommateur n'a pas la liberté de faire ce choix. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Donc pour résumer, avant de donner la parole à Nicolas pour rebondir sur la question des taxations et du mix finalement d'outils. Donc si on comprend bien, au-delà de vouloir juste influencer les consommateurs, il y a une question de compréhension de la demande, savoir via des enquêtes quels sont les éléments qui sont mis le plus en avant pour pouvoir agir dessus. Il faut qu'ils soient quand même présents dans les considérations. S'ils sont très peu considérés, il y aura peu de résultats. Aussi des fortes hétérogénéités par génération, aussi par contrainte de budget, on a beau inciter les comportements à aller vers des produits plus verts, plus responsables, plus sains, si ils sont plus chers, il y a forcément une difficulté à pouvoir orienter les consommateurs. Et comme vous l'avez dit à la fin, penser à des outils comme des nudges n'est pas et peut-être parfois limitatif, d'où l'intérêt d'utiliser des taxes dans l'exemple des sodas. Et peut-être avant de rebondir sur ce point où il y a quand même une question de complémentarité et substitution dans la question des subventions et des taxes aussi, par rapport au comportement qu'elles vont générer, est-ce que, avant de rentrer dans cette mixité des instruments, si elle est bénéfique ou non, vous pouvez nous détailler, Nicolas, parce qu'on parle beaucoup des nudges. Qu'est-ce que c'est le nudge concrètement? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça marche vraiment? Parce qu'il y avait il me semble, des prix Nobel qui sont issus de ce concept du nudge, Richard Thaler. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc, ce qu'on appelle les nudges, ça désigne effectivement des outils d'intervention de politique publique au sens large, mais aussi à l'intérieur des organisations, qui découlent d'un certain nombre de travaux d'économie comportementale. La raison pour laquelle j'ai du mal à répondre à votre question, c'est qu'il y a une différence entre ce que sont vraiment les nudges et ce qu'on appelle nudge aujourd'hui. J'aimerais bien commencer par la première partie. Ce qu'on appelle vraiment nudge, qui a été développé effectivement par deux chercheurs américains qui s'appellent Taylor et Sunstein, et qui ont connu une très grande popularité parce qu'ils ont été introduits dans la façon dont les Britanniques réfléchissent aux politiques publiques par Tony Blair, qui a installé ce qu'on appelle la première nudge unit, c'est-à-dire une agence gouvernementale dont le rôle était de développer des nudges. Ce que Taylor et Sunstein appellent un nudge, c'est compte tenu du fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'un certain nombre de ressorts psychologiques de la décision conduisent les acteurs de l'économie, les gens, à prendre des décisions qui vont avoir tendance à regretter
parce qu'ils auraient voulu faire une certaine chose, ils auraient voulu épargner plus, mais en fait, ils sont victimes d'un certain nombre de ressorts psychologiques qui les empêchent de le faire. Et ben, on va leur donner un coup de pouce pour les aider à faire ce qu'ils auraient voulu faire s'ils n'étaient pas victimes de leur psychologie. Et en anglais, enfin, la meilleure traduction disponible de nudge, c'est coup de pouce. Donc l'idée des nudges, c'est vraiment donner un coup de pouce grâce à une meilleure compréhension des ressorts psychologiques de la décision économique pour aider les gens à prendre les décisions qu'ils auraient voulu prendre si la psychologie n'avait pas fait partie de leur environnement. Le meilleur exemple de nudge qui s'inscrit directement dans cette définition, c'est qu'on a depuis longtemps identifié que le statu quo a un effet très fort sur les décisions que les gens prennent. La solution par défaut, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, a beaucoup de conséquences sur vos décisions et vous avez typiquement du mal à sortir de la situation par défaut. Vous avez tendance à survaloriser la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et donc si par exemple, quand vous rentrez dans une entreprise américaine, vous devez choisir d'adhérer à un plan d'épargne retraite en cotisant une partie de votre salaire pour le mettre de côté et obtenir une retraite quand vous, à la fin de votre carrière, eh bien, vous aurez une proportion relativement faible de gens qui vont faire cette démarche. La solution par défaut, c'est de ne pas être adhérent au plan d'épargne retraite proposé par l'entreprise. Et vous ne le ferez pas parce que vous êtes aussi victime de cette incohérence temporelle dont je parlais tout à l'heure. Ces effets de solution par défaut, ils consistent à dire que si on change l'option par défaut, c'est-à-dire tout simplement qu'au lieu de ne pas adhérer au plan d'épargne retraite de l'entreprise quand vous êtes recruté, vous adhérez par défaut dans votre contrat de travail, il y a l'adhésion au plan d'épargne retraite, mais vous avez la même liberté de sortir du plan d'épargne retraite parce que vous trouvez que ce n'est pas une bonne idée de mettre de l'argent de côté. Et bien là, on observe une augmentation considérable des adhésions au plan d'épargne retraite qui repose sur il n'y a pas suffisamment d'épargne parce qu'il y a incohérence temporelle, et deux, la solution par défaut est survalorisée. Et donc, si on change l'option par défaut, on va ancrer les décisions économiques dans une solution qui paraît préférable pour tout le monde. Donc ça, c'est un exemple typique de nudge parce qu'on voit bien qu'effectivement, il joue sur les ressorts psychologiques des comportements pour accompagner une prise de décision qui est censée être préférée par des agents de l'économie qui n'ont pas pu prendre exactement les décisions qu'ils auraient voulu. Et donc la réponse à votre question, c'est que dans ce type d'exemple, c'est très efficace. Il y a de fait un effet massif. Il n'est pas seulement statistiquement significatif, il y a une proportion un peu plus élevée d'adhésion. Il y a vraiment un taux d'adhésion sur le long terme qui double quand on passe d'une solution par défaut à l'autre. La deuxième partie de la réponse, c'est que en raison en partie du succès des nudges, de l'explosion du nombre de nudge units qui ont fait suite à l'installation de la première en Angleterre, on a tendance aujourd'hui, un peu par facilité, à parler de nudge pour parler de tout ce qui consiste à utiliser l'économie comportementale pour développer de meilleures politiques publiques. Et ça, c'est un peu mon combat personnel. Je trouve que c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, la puissance publique est de plus en plus sceptique sur le concept de nudge en lui-même. Parce qu'au-delà par cet exemple des options par défaut et d'un certain nombre d'autres exemples, en fait, on a le domaine d'application des nudges au sens strict, tels qu'ils ont été définis et introduits. Et leur capacité à produire des changements importants est quand même relativement limitée. Et donc, moi, ça m'arrive très souvent de discuter avec des décideurs ou des entreprises qui me disent « Ah, les nudges, formidable, vraiment, j'ai lu là-dessus, j'aimerais vraiment en savoir plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de bien grâce à ça ?» Et en fait, on donne tous toujours les mêmes réponses parce qu'elles sont relativement limitées et qu'il n'y a pas tant que ça de ressorts sur lesquels on peut jouer. Et bien sûr, par contraste, l'économie comportementale, elle, apporte un très grand nombre de solutions qui n'ont rien à voir avec des nudges et qui vont simplement utiliser tout le spectre complexe des ressorts psychologiques du comportement pour développer de meilleures politiques publiques. Par exemple, une des choses que ces travaux d'économie comportementale nous ont permis d'apprendre, c'est que le processus de décision a beaucoup d'importance. Et il y a un phénomène qu'on appelle en marketing le choice overload ou la complexité du choix, qui consiste simplement à dire si vous offrez à des consommateurs un nombre d'options plus grand, ils vont prendre de moins bonnes décisions de consommation. Ils vont prendre de moins bonnes décisions de consommation parce que plus j'ai de choix, plus c'est difficile de choisir. Et ça, on l'a longtemps appelé un biais. Mais à partir du moment où on se rend compte que le processus de décision, c'est un processus de production avec des inputs qui sont les ressources cognitives qu'on consacre à la décision, et puis un output
qui est à quel point la décision que j'ai prise grâce aux ressources cognitives que j'ai mobilisées pour évaluer l'ensemble de toutes les options qui m'étaient offertes m'a permis d'avoir accès à un différentiel de satisfaction suffisamment élevé. Et on voit bien que si je vous propose un choix entre 250 parfums de confiture différentes et que, en gros, vous savez que ce que vous aimez, c'est les fruits rouges et que vous vous contentez de prendre le pot de fruits rouges qui se présente en premier, vous n'allez pas dégrader considérablement votre satisfaction parce qu'il y avait un autre parfum aux fruits rouges un tout petit peu meilleur et que vous n'avez pas pris le temps de lire l'étiquette en détail. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le fait de ne pas trop perdre de temps et de ressources cognitives à prendre une bonne décision quand on a beaucoup d'options disponibles, bah, c'est parfaitement efficace, optimal. Et donc, ce n'est pas un biais. C'est juste qu'on consacre nos ressources cognitives aux décisions importantes. Une des conséquences, c'est que pour prendre de bonnes décisions, quand on est confronté à des choix difficiles, il nous faut de l'information, il nous faut des signaux. Il nous faut un Nutri-Score qui nous dise la question des conséquences pour la santé ou pour l'environnement, des choix de consommation que je vais faire est importante, mais je ne vais certainement pas me renseigner sur le processus de production de chaque produit, sur la façon dont il est composé tel que marqué sur l'étiquette. Mais si on me donne un Nutri-Score, ben, ça va changer mes comportements de consommation parce que ça me permet, avec une quantité de ressources cognitives limité en proportion des bénéfices de ce que m'apporte cette mobilisation de ressources cognitives, de prendre quand même des décisions qui sont meilleures. Et ça, ce n'est pas un nudge, c'est simplement une politique publique informée grâce aux résultats de l'économie comportementale, et on devrait dire des sciences comportementales, parce que l'économie ne fait que contribuer à un champ de recherche très large dans lequel sont impliqués, comme je l'ai dit, les psychologues, les sciences cognitives, et d'où la très grande interdisciplinarité de ce champ de recherche. Merci beaucoup. Il y a également d'autres outils, il me semble, de taxes, de subventions. Et est-ce que l'économie comportementale apporte des éléments de compréhension sur à quel point une taxe, une subvention est utile selon la complémentarité, la substituabilité des comportements qu'elle va induire? J'imagine que ça n'aura pas les mêmes conséquences. Et on en parlait au début avec l'introduction de Philippe sur les subventions aux voitures diesel, ensuite aujourd'hui électriques. Pareil pour l'achat des vélos. Oui, donc une des choses qu'on a appris grâce à ces travaux, c'est que les conséquences sur les décisions économiques des outils traditionnels d'intervention, on va dire les taxes par exemple, sont en fait beaucoup plus riches que simplement changer l'arbitrage coût-bénéfice des consommateurs. Le premier effet d'une taxe, c'est bien sûr ce qui me coûte plus cher. Il faut que j'ai une très très forte préférence pour le consommer quand même parce que je fais un arbitrage financier. Bien. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres conséquences dont on n'avait pas nécessairement conscience avant de l'introduction d'une taxe. Notamment, il y a de l'information dans les taxes. Et le fait d'observer qu'un produit est taxé indique au consommateur non seulement que ce produit va être plus cher et que donc il va falloir l'intégrer dans ses comportements d'arbitrage coût-bénéfice, mais aussi que le comportement correspondant n'est pas valorisé par mon entourage et il existe des normes qui consistent à considérer que cette façon de se comporter ou ce comportement de consommation n'est pas souhaitable. Ce qui a conduit par exemple à des effets paradoxaux qu'on a du mal à comprendre sinon, et un très beau travail qui montre qu'une municipalité qui avait introduit une subvention pour convaincre les consommateurs d'accepter l'installation d'une usine de recyclage très toxique, de produits très toxiques dans leur voisinage immédiat. Le raisonnement économique simple nous dit j'ai des réticences, ça ne me plaît pas d'avoir ce type d'installation dans mon voisinage immédiat. Si on me compense en me donnant de l'argent, eh ben, ça rééquilibre un peu mon arbitrage coût-bénéfice. Et puis je vais me dire, OK. En fait, ce qu'on a observé, c'est qu'en proposant cette subvention, il y avait encore plus de réticences de la part des citoyens. Et l'interprétation, c'est que le simple fait qu'on me propose une subvention, ce que ça me dit, c'est vraiment, j'avais vraiment pas tort de penser que c'était une très très mauvaise idée d'avoir ça dans mon jardin. Et donc il y a de l'information, dans les incitations financières, et si on ne la prend pas en compte, ça peut avoir des effets complètement contre-productifs. Et encore une fois, ce n'est pas le résultat d'un biais, c'est le résultat d'une compréhension beaucoup plus riche de ce qui décide des comportements de consommation. Un autre exemple à la fois célèbre et à mon avis très parlant, c'est que les incitations souvent remplacent d'autres types de motivation du comportement. Par exemple, on peut se dire que taxer les comportements qui sont socialement inappropriés
et subventionner les comportements qui sont socialement appropriés serait a priori une bonne idée pour la même raison qu'un arbitrage financier s'ajoute au fait que les consommateurs vont aller plutôt vers une décision qu'une autre. En fait, il faut se demander pourquoi est-ce que les gens avaient tendance, par exemple, à bien se comporter d'un point de vue social en l'absence d'incitation. Et la réponse à ça, c'est évidemment la motivation intrinsèque, les normes personnelles, la volonté de faire bien. Si on ajoute des incitations, on se met à dire, finalement, prendre cette décision de bien faire n'est qu'un arbitrage coût-bénéfice de consommation rationnelle, au même titre que j'achète les poireaux à qualité égale là où elles sont moins chères. Et le fait de bien me comporter socialement n'est plus une question d'être un bon citoyen et d'avoir des valeurs qui me portent à aller dans cette direction, mais de m'être comporté de manière cohérente avec les incitations financières qui me sont proposées. Ce qui veut dire que paradoxalement, sur ce type de comportement, en mettant en place des incitations financières, on peut très bien dissuader des comportements vertueux, parce qu'au lieu de reposer sur la motivation intrinsèque des gens qui le faisaient, on transforme en raisonnement coût-bénéfice d'arbitrage financier ces décisions qui avaient une composante morale. Une expérience très célèbre, et qui à mon avis illustre bien ce point, qui montrait que dans des crèches en Israël, on a introduit une pénalité pour les parents qui arrivaient en retard à la fin de la journée et qui retenaient le personnel pour garder leurs enfants. Et donc, on a décidé de taxer ce comportement. Et ce qu'on a observé, c'est que paradoxalement, les retards étaient devenus plus fréquents et plus longs une fois qu'on avait introduit une taxe, alors que c'était devenu coûteux, alors que ça ne l'était pas avant. Mais évidemment, l'interprétation de ce comportement, c'est qu'en introduisant une taxe, finalement, on a créé un marché du retard pour arriver à la crèche. Et donc, si j'ai reçu un coup de fil à 18h15 où il faut que je parte pour aller chercher mon enfant, avant, je me disais, je ne peux quand même pas leur faire ça, je ne prends pas le coup de fil et puis je rappellerai demain. Mais à partir du moment où on m'a dit, ça va me coûter 10 €, je me dis, est-ce que ce coup de fil vaut les 10 € que vont me coûter le retard à la crèche? Si la réponse est oui, je vais le faire et j'aurai plus de retard en ayant introduit ce type d'incitation. Donc, on a eu donc c'est un exemple de cette idée que, d'une certaine manière, on atténue la motivation intrinsèque qui détermine un certain nombre de comportements qui ont une dimension morale en mettant en place des incitations financières. On en a vu un exemple avec cette idée de taxe lapin sur laquelle il y a eu beaucoup de discussions en France qui ressortissait un peu du même esprit. Et pour conclure et pour pas être trop long, je pense que ça montre très bien la complémentarité entre les différents outils de politique publique et la nécessité de bien comprendre l'ensemble des ressorts psychologiques des décisions de consommation et des décisions financières qu'on essaie de comprendre pour anticiper correctement l'effet des différents outils et leur capacité à ensemble modifier les comportements dans la bonne direction. Merci beaucoup. J'aimerais vous poser à tous les deux une question qui m'est venue, qui est très simple. Parce qu'on comprend que pour pouvoir mettre en place des politiques publiques incitatives, il y a toute une étude finalement de marché qui est longue, sûrement coûteuse aussi. Il y a des outils, il existe énormément d'outils d'économie comportementale. Comment on fait concrètement pour choisir le bon outil, répondre au bon usage? Ça paraît impossible parce que, rien que dans la mise en place de taxes, par exemple la taxe lapin, les taxes, d'autres nudges, il y a forcément une marge d'erreur qui fait qu'à long terme, on peut converger vers un bon outil, mais ça a un coût. Est-ce qu'il y a une synergie aussi avec la recherche en France? Parce que vous parliez de l'exemple britannique. Est-ce qu'il y a une synergie entre les résultats de l'économie comportementale dans les centres de recherche, les études des cabinets et les décideurs? Question assez large. Alors, de mon côté, moi, comme je travaille plutôt avec les entreprises, ce qu'on voit, c'est que finalement, les décisions politiques sont souvent pas guidées essentiellement par les résultats de la recherche, en fait. C'est que il y a toujours d'autres enjeux, c'est-à-dire qu'on sait bien que les enjeux politiques dépassent les enjeux de la science, en fait. C'est que ça ne va pas forcément dans l'intérêt du citoyen et souvent les taxes, elles sont décidées pour remplir les caisses. C'est évidemment la taxe soda qui vient d'être mise en place. C'est qu'il fallait chercher à quel endroit on pouvait aller chercher de l'argent. Et donc, on va en effet comparer plusieurs façons donc, en regardant d'autres États, comment ça s'est passé. Et puis, finalement, on va arbitrer entre le poids des acteurs économiques qui sont en France et qui fabriquent ces produits-là et qui vont, en effet, être pénalisés et l'avantage de la politique publique. Et en France, on fait très peu d'évaluation des politiques publiques. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai évalué ce qu'on a mis en place les ZTI. Les ZTI, ça a été décidé qu'on ouvrait le commerce le dimanche
dans la loi qui avait été mise en place, il fallait évaluer la loi. Comme l'évaluation montrait que finalement, il n'y avait pas d'effet, il n'y a pas d'effet économique à ouvrir les commerces le dimanche, en fait, on n'a jamais communiqué sur le fait que ce n'était pas efficace et on a maintenu les zones touristiques parce que le ministre qui avait décidé ça, qui était Emmanuel Macron, c'était compliqué de montrer que ça n'avait pas marché. Donc, en fait, il y a toujours la politique qui entre en jeu et c'est ça qui évidemment fait qu'on ne va pas forcément dans le sens qui aurait du sens. Nicolas, est-ce qu'il y a une discussion, justement, vous parliez tout à l'heure, vous étiez en lien avec des décideurs, des entreprises, parce qu'il y a tellement d'outils. Comment s'en sort le décideur selon son objectif et les outils qui existent dans la recherche pour la conception de ces politiques publiques? Oui, donc sur la première partie de la question, je dirais qu'il y a un léger déficit en France de ce dialogue spécifiquement entre l'économie comportementale et la réflexion comportementale en économie et sa capacité à informer la politique publique, en comparaison d'autres pays où, comme je le disais, très rapidement et depuis assez longtemps, des agences ont été créées dont le rôle est précisément de le faire. On a en France un organisme qui s'appelle la DITP, la Direction interministérielle à la transformation publique, j'ai réussi, dont c'est en partie le rôle, mais pas seulement et pas complètement, et qui fait en sorte qu'on n'a pas encore franchi ce cap. Je voudrais ajouter que, évidemment, on a toujours tendance à attendre trop de la recherche académique en termes de sa capacité à informer la décision publique. Il y a deux mondes qui me paraissent assez différents et je pense qu'il y a tout un travail à faire entre les deux et que j'aimerais pouvoir faire, mais pour ça, il faudrait trouver les ressources qui permettraient de le faire, d'où qu'elles viennent. Entre, d'une part, la réflexion académique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parfois un peu théorique, en tout cas fondamentale, et définitivement pas spécifique aux problèmes qui peuvent se poser dans les différentes sphères de l'économie, dans différents secteurs, dans différentes situations, qui apportent un certain nombre de réflexions qui peuvent déboucher sur des outils et qui évidemment peuvent nourrir une réflexion, mais qui sont encore loin de « j'ai un problème concret, voilà la solution concrète à mon problème ». Et ça demande un travail de transformation des savoirs académiques en solutions d'intervention publique, qui n'est pas vraiment le rôle de la recherche académique, qui crée une espèce de fossé entre le décideur public qui est là pour avoir des solutions, et comme vous dites, des solutions clés en main. J'ai ce problème, vous dites que vous avez plein de réflexions intéressantes, qu'est-ce que je fais? Et à cette réponse, la recherche académique n'a pas du tout vocation à avoir des réponses. À cette question, n'a pas du tout vocation à avoir des réponses. Et donc, il y a vraiment la nécessité d'avoir des organismes intermédiaires, ou en tout cas des entités intermédiaires qui font ce travail de transformation, de dialogue, d'intermédiation entre la recherche académique et la décision publique. Et il me semble qu'on en manque. Et l'institution à laquelle j'appartiens, l'École d'économie de Paris, dont vous avez parlé tout à l'heure, développe ce type de manière partenariale, ce type d'organisme. Et je pense qu'en matière d'économie comportementale, il y a vraiment nécessité de faire émerger ce type d'institutions ou de centres de réflexion qui permettent de faire vivre et de ce dialogue. La deuxième partie de la réponse, c'est que peut-être j'ai l'impression de ne pas l'avoir assez dit aujourd'hui, donc j'en profite pour le dire. Il faut toujours bien garder en tête que, comme la recherche académique, l'économie, comme toutes les disciplines, sont là pour dire si ceci est votre objectif, alors voilà un moyen d'y arriver. Mais aucune science sociale n'est là pour dire voilà l'objectif qu'il faut atteindre. Ça, c'est le rôle du politique, parce que c'est lui qui est à l'écoute du citoyen et représente les directions qu'on a décidé collectivement de prendre. Et donc, moi, j'ai aucune difficulté à ce qu'un décideur public décide de ne pas utiliser les solutions qui rendraient l'économie plus efficace ou qui nous permettraient d'atteindre des situations qui sont meilleures sur le plan économique, parce qu'on a décidé collectivement de favoriser d'autres critères, d'autres considérations ou d'autres aspects du problème qu'on considère. Et donc, je pense qu'il y a aussi une forme de prudence à avoir par rapport à ça. On a besoin de la réflexion de l'économie, de la réflexion de la psychologie pour nous dire si vous voulez que les gens aillent dans cette direction, alors voilà comment vous pouvez les accompagner. Mais on a aussi besoin d'un éclairage beaucoup plus vaste pour nous dire voilà quelles sont les conséquences de pousser les consommateurs à prendre telle ou telle décision, et voilà comment pondérer les différents aspects du problème dont la décision appartient à la délibération collective et au débat public.
Merci beaucoup. Peut-être pour clôturer, une dernière question, mais on en a déjà beaucoup parlé, donc n'hésitez pas à emprunter d'autres chemins, parce que cette question de l'influence, elle pose aussi la question, comme vous disiez, du choix de la politique. Et ce choix de la politique, avec comme objectif d'influencer le consommateur, pose des questions de légitimité et de contrainte individuelle. Est-ce que ce sont des réflexions qui dépendent selon les domaines? J'imagine que l'alimentation, il y a peut-être plus d'acceptabilité de cette influence. Dans d'autres, peut-être moins. On peut imaginer des personnes qui n'ont juste pas envie d'être influencées. Je fais mon choix, mon optimisation personnelle. Je n'ai pas besoin qu'on me demande de choisir un plan d'épargne retraite ou de m'orienter vers un produit. Comment on peut réfléchir à cette question, Pascal? C'est là qu'il faut en effet prendre en compte la diversité des individus, en fait. C'est vrai qu'il ne faut pas considérer la moyenne et se dire les gens fonctionnent comme ça. Il y a vraiment, ça a été montré sur les nudges, c'est qu'en effet, c'est assez contre-productif, puisqu'il y a des caractéristiques d'individus qui sont que parce qu'on leur dit de faire ça, ils font le contraire. Donc évidemment, il faut pouvoir mettre en place des politiques qui embarquent le plus de monde possible. Et c'est pour ça que finalement, on conseille comme en marketing de toujours faire des actions ciblées. Et c'est ça qui n'est pas simple, parce qu'en politique générale, faire des actions communiquer différemment selon les catégories de population, on ne sait pas le faire. Et c'est là qu'on voit que, comme on a vraiment ce sujet d'une société qui est de plus en plus séparée, en fait. On parle de polarisation, de fracture, etc. C'est qu'on voit qu'il y a aujourd'hui des tensions qui sont telles que finalement, on a du mal à avoir une seule politique qui va faire changer les choses dans un seul sens, puisque les gens vont prendre le contre-pied de ce qu'on leur demande. Et en effet, ça dépend vraiment complètement des sujets. Quand ça touche plus à l'individu, à la santé de chacun, et que c'est chacun qui a ses propres maladies, bien sûr que ça n'agit pas de la même façon qu'un comportement automobile, par exemple, et du choix de l'énergie qu'on va utiliser. Donc, les réponses, elles sont complètement action par action et territoire par territoire aussi. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, en ce moment, on a quand même l'impression que ce qui fonctionne le mieux, ce sont quand même des actions de politique publique au niveau des territoires, au niveau de la proximité, en fait. Et c'est plutôt sur le champ de l'alimentation. En tous les cas, ce qui fonctionne bien, c'est quand ça se fait par la politique de la commune et la mise en place d'actions sur le terrain, et qui mobilise en fait dans la société où les incertitudes, les angoisses sont fortes. C'est finalement le lien social qui fonctionne le mieux. Et dans toutes les conférences qu'on voit aujourd'hui, l'humain est toujours la clé de ce qui fonctionne. Merci beaucoup. Est-ce qui renforce le poids mis au local qu'on voit dans beaucoup de considérations à la fois de représentation politique, d'action publique. Finalement, le fait de voir concrètement ce qui peut nous impacter. Je vous propose peut-être de passer aux questions du public s'il y en a. J'en ai une petite par rapport à l'histoire de CSP, population aisée, moins aisée. On a vu dans l'exemple que vous avez donné qui n'était pas très parlant de la consommation de soda qui décroît et qui plafonne. Est-ce que ça bouge quand même sur les populations plus modestes, ou est-ce que ça plafonne toujours? Parce que tout à l'heure, comme on a, je crois qu'en termes de proportion dans la population, les populations aisées sont largement inférieures aux plus modestes. Donc est-ce que c'est juste des micro-phénomènes, ou est-ce que vraiment on voit que ça innerve? Oui, alors c'est là qu'on voit qu'en effet, il faut mettre en place plusieurs outils, parce qu'en fait, le premier outil qui est de changer la norme, qui est de changer finalement ce qui est bien et ce qu'il faut suivre, ça fait bouger les CSP+. Ça fait bouger ceux qui sont très diplômés, parce qu'eux, ils sont bons élèves, et donc il faut aller dans ce sens. Et c'est que finalement, la taxe, elle va agir par l'économique. Parce qu'en effet, les plus modestes, ils n'ont pas de marge, en fait. C'est-à-dire que quand on a un revenu plus faible, les outils de taxe,
ils agissent sur cela. Donc, en effet, on n'a pas la possibilité de payer plus cher quand on n'a pas les moyens, en fait. Et donc, c'est là qu'en effet, on voit dans cet exemple du soda que ce qui a fait bouger les choses, ça a été de commencer par de l'information et qu'en effet, au moment où on a mis la taxe, ça a accéléré le phénomène parce qu'en effet, la taxe était informationnelle. Ça, c'est complètement vrai sur cet exemple-là. C'est qu'à ce moment-là, quand on a mis en plus une taxe, les gens ont compris, enfin, en tous les cas les plus diplômés, que si l'État décidait de taxer ce produit-là, c'est qu'il y avait une réalité scientifique qu'il fallait diminuer cette consommation. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que cette taxe qui va beaucoup augmenter, parce qu'on a montré qu'en Angleterre, c'est ce qui avait fait diminuer, c'est parce qu'en effet, les plus modestes réduiront leur consommation parce que c'est trop cher. Alors, si je pensais à la cigarette, par exemple, Ouais. Taxer, le prix a beau grimper. Mais ben, ce qui s'est passé sur le tabac, c'est qu'on sait très bien, ça avait été démontré scientifiquement, c'est qu'il fallait des paliers très forts. Il n'y a pas eu de courage politique pour le faire. Donc, en effet, on était le pays le plus fumeur du monde parce qu'en effet, on n'avait pas eu le courage politique. Et ça n'a fonctionné qu'au moment où on a fait des paliers énormes. Aujourd'hui, le prix de notre tabac doit être l'un des plus élevés de l'Europe. Et c'est à ce moment-là que notamment les plus jeunes, donc les jeunes générations, enfin j'insiste sur ce phénomène-là, c'est que quand il y a des enquêtes qui sont faites sur les gens qui ont 17 ans, tous les 3-4 ans, et aujourd'hui, les jeunes de 17 ans fument beaucoup moins. Et c'est bien par le fait qu'on a mis en place en fait le vrai levier qui avait été démontré. On savait quelle était la valeur, la hausse qu'il fallait mettre pour que ça joue. Parce qu'en effet, sur le tabac, et c'est là qu'on a mis, enfin, c'est sur le tabac qu'il y a eu le plus d'études qui ont été faites sur justement les nudges, etc. et comment faire du marketing pour arriver à faire baisser la consommation. Parce qu'on sait que là, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des comportements quand même, on comprend bien qu'en termes d'impact économique de long terme, il faut faire changer les comportements. Eh bien, en effet, on savait que ceux qui continuaient de consommer, c'était les chômeurs, parce que c'est un effet psychologique évidemment important, c'est un anxiolytique, le tabac. Donc, on voyait bien qu'on avait beau faire tout un tas de politiques et ça ne faisait pas bouger ceux, c'est exactement comme le soda, ceux qui changeaient, qui baissaient. Alors ça, les cadres, ils arrêtent tous de fumer à 30 ans, mais pas du tout ceux qui en avaient besoin pour supporter la difficulté. Et donc, ça n'a fonctionné sur les populations modestes, ça ne fonctionne que quand il y a une taxe. Justement, par rapport à la population jeune, je me demandais, est-ce qu'il y a des différences selon la classe sociale d'appartenance ou est-ce qu'il y a un phénomène un peu générationnel Alors, ce qui a été beaucoup théorisé sur cette façon de regarder les choses générationnelles, c'est qu'il y a quand même cet effet de communauté générationnelle. Donc, évidemment, ce qu'on appelle les pairs, pourquoi ça fonctionne de cibler les générations, c'est qu'au cours du temps, on vit de plus en plus avec nos pères, à la fois parce qu'on est à la crèche et donc moins dans la famille, etc. Donc c'est ça qui fait que cette théorie des générations est une façon de bien comprendre que les influences, elles se font déjà beaucoup plus dans cette sphère-là. Et c'est ce qu'on montre, alors moi qui fais des analyses statistiques, c'est ce qu'on arrive bien à démontrer, c'est que les écarts sont bien plus importants entre un cadre qui a 20 ans et un cadre qui a 60 ans aujourd'hui, qu'entre un cadre qui a 20 ans et un ouvrier qui a 20 ans. Et c'est ça qui a bougé au cours du temps. Donc oui, il y a quand même des écarts, bien sûr, au sein de la population de ceux qui ont entre 20 et 30 ans, entre les classes sociales, mais ces écarts sont beaucoup moins importants qu'entre générations. Et ça, quand on regarde tous les sujets sur les valeurs, c'est surtout sur les valeurs que ça a été démontré, donc les croyances, la tolérance, etc. Mais sur les comportements, quand je vous prends les véhicules électriques, c'est vrai. Le soda, alors là, le soda, c'est complètement générationnel. Je veux dire, les gens qui ont plus de 50 ans, ils n'en boivent pas du tout, mais ceux qui ont plus de 70 ans maintenant. Mais c'est complètement. L'histoire du soda, c'est vraiment, ça s'est installé générationnellement parce que l'offre est arrivée à un certain moment et que les plus âgés n'en consomment pas. Donc cette puissance de la différence entre générations, c'est quand même
très, très explicatif des choses, et c'est par ça qu'il faut prendre les choses, et notamment dans le domaine de la consommation des fruits et légumes, où le chiffre que j'avais calculé, qui était que à 20 ans, il y a 10 ans, on consommait 8 fois moins de fruits que la génération de ses grands-parents qui avaient 20 ans, quand ils avaient 20 ans. Évidemment, ça fait prendre conscience de par où il faut commencer les actions. Donc aujourd'hui, le syndicat, les fruits et légumes ne communiquent qu'auprès des plus jeunes, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on fait changer les choses. Une question plutôt pour Nicolas Jacquemet. Au début de vos interventions, vous évoquiez l'arrivée de l'économie comportementale et son impact, sa diffusion dans d'autres sphères de la réflexion générale. Est-ce que cette économie comportementale est si récente que ça? Et quelles sont les différentes écoles de pensée aujourd'hui en matière d'économie comportementale? Et notamment, est-ce que une frontière est entre l'impact que peuvent avoir des politiques incitatives versus des politiques de règles? Alors, l'émergence de l'économie comportementale est quand même relativement récente. C'est-à-dire qu'on la date en général, disons que les prémices émergent dans les années 80 et la discipline commence à s'installer dans les années 90. Donc ça reste relativement récent. Ce qui veut dire que c'est aussi une discipline jeune. Et donc, quand je parlais de faits stylisés tout à l'heure ou de choses qu'on a comprises grâce à de nombreux travaux de recherche, en fait, c'est un virage qu'on est en train de prendre. Il y a encore 10 ans, il y avait beaucoup de débats pour savoir si tel ou tel phénomène comportemental était vraiment stable, vraiment robuste, vraiment suffisamment important pour qu'on le prenne en compte. Je n'irai pas jusqu'à parler de différents courants d'écoles de pensée en économie comportementale. Il y a beaucoup de débats par rapport à la question en cours dont je parlais tout à l'heure, qui est quelle est la meilleure manière d'intégrer ce que l'économie comportementale nous a appris à la façon dont l'économie en général réfléchit. Donc il y a un peu une espèce de paradoxe qui est que d'un côté, il n'y a plus quasiment une seule branche de l'économie industrielle, l'économie du travail, la macroéconomie, l'économie de l'environnement, qui n'utilise pas très directement et très quotidiennement les résultats de l'économie comportementale. Donc l'économie comportementale a infusé complètement la façon dont les économistes réfléchissent à leur objet, quel que soit le champ d'application. Et donc ça, c'est un succès de l'économie comportementale. Ça montre que l'économie comportementale fait partie de la nouvelle orthodoxie de ce qu'est la façon de réfléchir en économie et qui combine, je dirais, les vieux réflexes et ces nouvelles avancées. Il y a beaucoup plus de débats, beaucoup plus intenses et parfaitement légitimes, étant donné l'émergence récente du champ, sur comment exactement, à quel point est-ce qu'on adapte notre modèle de raisonnement et nos outils de réflexion en économie pour faire une place à cette économie comportementale. Après, en matière de politique publique, un peu pour rebondir sur aussi la dernière question qui avait été posée, c'est vrai que ce débat entre paternalisme et approche plus libérale, qui a toujours traversé le champ de la politique publique en général, mais aussi des débats entre économistes, reste une question extrêmement vive. Donc, interdire les véhicules thermiques, c'est paternaliste. Ça a l'énorme inconvénient de ne pas laisser la liberté de choix aux gens qui sont directement concernés par cette politique. Ça ne veut pas dire que ça ne se justifie pas, mais enfin, en tout cas, c'est l'opposition entre le paternalisme et le libéralisme. Les nudges ont été introduits de manière extrêmement habile aux États-Unis en disant que c'était une forme de paternalisme qui est libéral parce qu'on est paternaliste en donnant un petit coup de pouce aux gens pour les emmener là où on voudrait qu'ils aillent, mais en même temps, on leur laisse la liberté de choix et s'ils n'ont pas envie d'y aller, ils sont toujours dans la capacité de ne pas le faire. Je ne suis pas sûr que cette notion ait vraiment beaucoup de poids, mais en tout cas, cette opposition entre paternalisme et libéralisme reste une question vraiment très vive parmi les économistes. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on va vers des interventions de politique publique qui maintiennent le plus possible, pour des raisons philosophiques évidentes, la liberté de choix des personnes qui sont ciblées par les politiques publiques,
comme les gens font des choix en fonction de ce qu'ils sont et de quelle est leur situation, on tombe sur les questions du ciblage et la question de la très grande diversité des réponses des agents de l'économie aux politiques publiques auxquelles ils sont exposés, qui peut conduire à des effets très différents suivant différentes catégories de population, suivant différents acteurs de l'économie. Les normes sociales sont un très bon exemple. Les normes sociales ont une influence sur les comportements, notamment parce qu'on se sent plus à l'aise si on n'est pas trop différent des autres. Donc, si vous me dites que la plupart des gens sont sensibles au fait de consommer des produits qui sont A en Nutri-Score, ça va avoir un effet qui va vous pousser à le faire aussi. Maintenant, on voit bien tous que l'information que je vous donne sur 80% des gens pensent que le Nutri-Score est à prendre en compte dans ses choix de consommation dépend beaucoup de la manière dont je me comporte initialement avant que vous me donniez cette information. Si je ne prenais pas du tout en compte le Nutri-Score et je suis sensible à ça, j'ai une forme de conformité qui fait que je pense que les autres ont une partie raison et que donc ce qu'ils font m'importe, ça va être vertueux de me dire que la plupart des gens utilisent le Nutri-Score. Maintenant, si moi je suis quelqu'un qui depuis toujours ne regarde que le Nutri-Score sans se préoccuper de la qualité et qu'on me dit qu'il n'y a que 80% des gens pour qui ou que les gens ne mettent un poids que de 80% sur le Nutri-Score, en fait, ça va avoir un effet complètement contre-productif parce que je vais me rendre compte que je suis trop vertueux. Et donc, les normes sociales ont un effet qu'on appelle un effet boomerang, qui est de pousser à la hausse les comportements des gens qui sont loin de la norme sociale dans le sens de direction de comportements qui sont moins vertueux, mais vont aussi tasser les comportements vertueux des gens qui le sont, entre guillemets, trop par rapport à la norme sociale qui s'applique à eux. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut conclure cette conférence. Non ? Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour vos très intéressantes interventions. Et merci au public pour les questions. Et vous pourrez retrouver, il me semble, cette conférence en ligne sur la chaîne YouTube de la Citéco. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Merci.